Bien, chers collègues, je vous propose que nous entamions notre réunion de ce jour qui est consacrée d'abord à la présentation du rapport de la mission d'information sur la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont René Dosière et Daniel Gibbs sont les rapporteurs, qui m'a conduit à pouvoir découvrir cette collectivité dans un déplacement que nous avons fait il y a quelque temps, et dont je suis gourmand de connaître les conclusions après les multitudes d'auditions que nos collègues à laquelle ont procédé nos collègues tant à Paris qu'à Saint-Martin, puisque la découverte de la complexité des enjeux justifiait ô combien a posteriori la demande du groupe UNP d'avoir constitué une mission d'information. Donc en félicitant par anticipation les rapporteurs pour leur travail, je vais leur donner la parole, d'abord sans doute à Daniel Gibbs et ensuite à René Dosière, naturellement. Ensuite, toutes les questions seront les bienvenues. Et puis, dans un deuxième point, nous étudierons le rapport d'application que nous ont préparé Pascal Popelin et Guillaume Larrivé sur un texte qui a été voté le 10 mai 2013. Peut-être avant, puis-je tout de suite entériner la nomination d'un co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui sera issue de l'adoption définitive du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, qui est un texte que nous verrons en commission la semaine prochaine. Et donc Guillaume Larrivé sera le co-rapporteur d'application. Merci beaucoup. Daniel Gibbs a la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais saisir l'occasion qui m'est donnée déjà pour vous dire que c'est ma première mission d'information. Et à ce titre, je tiens à remercier mon groupe qui a permis cela. Mais je voudrais aussi remercier le Président avec qui j'en avais parlé. J'ai aussi un petit peu harcelé, parce que je considérais que la question était importante, en tous les cas à mes yeux, et apporter à la connaissance de mes collègues ici présents. Je tiens aussi à remercier René Dosière, mon collègue, qui connaît bien les questions des Outre-mer, et je précise par là même, malgré nos différences politiques, et pour donner le ton de cette mission, malgré nos différences politiques, nous avons rédigé ce rapport à l'unisson, et c'est bien la preuve que dans certaines circonstances, nous savons faire la part des choses et rester au-delà de ces différences politiques. N'est-ce pas, cher René ? Je voudrais remercier aussi les deux administrateurs qui nous ont suivis tout au long de cette mission, M. Aoui et Mme Lapère, qui ont fait un excellent travail. Voilà, cela étant dit, cher Président, chers collègues, il y a un peu plus de 7 ans, le Parlement a adopté une vaste réforme du cadre institutionnel et statutaire de l'outre-mer. Parmi les différentes dispositions de la loi organique du 21 février 2007 figurait l'attribution du statut de collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, alors qu'elles étaient auparavant, comme vous le savez, des communes rattachées au département de la Guadeloupe. Les populations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy s'étaient prononcées dès décembre 2003 en faveur d'une telle évolution. La création d'une mission d'information sur la collectivité de Saint-Martin, qui résulte d'une proposition du groupe UMP, ne traduit cependant pas seulement la volonté d'évaluer le cadre statutaire, mais aussi celle de prendre en compte les difficultés spécifiques auxquelles la collectivité est confrontée. Il était également nécessaire d'examiner ses relations avec la partie néerlandaise de l'île, puisqu'elle est divisée en deux, Sint Maarten, ainsi que d'évaluer l'impact de son statut de région ultrapériphérique au sein de l'Union européenne. C'est dans cette perspective, chers collègues d'ensemble, que se sont inscrits les travaux de la mission d'information créée le 15 janvier dernier, composée de 2 rapporteurs, mon collègue René Dosière et moi-même. Nous avons procédé à l'audition d'une vingtaine de personnes à Paris et avons effectué un déplacement à Saint-Martin, en votre compagnie, Monsieur le Président, qui nous a permis d'entendre ensemble l'ensemble des acteurs institutionnels, ainsi que les représentants socio-économiques et les responsables des collectivités et entités voisines, Sint Maarten, Anguilla et Saint-Barthélemy. Nous nous sommes également rendus à La Haye pour aborder avec les autorités néerlandaises la question des relations avec Sint Maarten. Il ressort de nos travaux que le cadre institutionnel et statutaire de Saint-Martin est dans l'ensemble satisfaisant. Il assure en effet le bon fonctionnement des institutions. La collectivité dispose de compétences étendues puisqu'elle s'est substituée à la commune, au département
et à la région et peut fixer elle-même les règles dans certains domaines tels que la fiscalité, le tourisme, la circulation routière, l'urbanisme et l'énergie. En revanche, nous avons pu constater que la mise en œuvre des compétences se heurtait à différentes difficultés. En effet, la marge d'action de la collectivité en matière de politique publique se trouve très limitée en raison d'un déficit budgétaire structurel. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. La perte de différentes recettes à la suite du changement statutaire, il s'agit de l'octroi de mer, ainsi que les avances mensuelles sur le produit voté des impositions locales, une évolution exponentielle des dépenses liées au RSA, qui atteignent actuellement 16 millions d'euros par an, des recettes fiscales insuffisantes en raison de la suppression de certains impôts ou de la réduction de leur taux depuis que la collectivité dispose de la compétence fiscale, mais aussi des difficultés des opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle qui relèvent toujours de l'État. Les difficultés financières de Saint-Martin ont conduit à la signature en décembre 2012 d'un protocole d'accompagnement financier entre l'État et la collectivité, prévoyant un prêt de l'AFD de 25 millions d'euros et une avance remboursable de l'État de 18 millions d'euros. La situation reste cependant préoccupante. Il nous a été indiqué que le déficit de trésorerie de la collectivité s'élevait au mois de février dernier à 35 millions d'euros. Ces différents constats nous ont amenés à écarter l'hypothèse d'une révision du statut, hormis quelques ajustements visant à renforcer la cohérence de la gouvernance, car celui-ci n'est pas en cause. Il s'agit de créer un cadre propice à l'affirmation d'une stratégie permettant à Saint-Martin de rattraper son retard de développement. Dans cette perspective, nous avons identifié 3 axes. Le premier axe, assurer un exercice plus efficace des compétences de la collectivité avec l'appui de l'État. Nous formulons dans le rapport différentes propositions afin que l'État, comme la collectivité, assument pleinement leurs responsabilités. S'agissant d'abord de l'État, nous proposons notamment de procéder à un toilettage des textes en vigueur à Saint-Martin afin de garantir l'applicabilité des normes, la sécurité juridique des procédures et la précision des compétences transférées à la collectivité. Il conviendrait également de renforcer les effectifs de la préfecture déléguée. On aurait même pu pousser et aller un peu plus loin et demander un préfet de plein exercice. Il nous paraît également essentiel d'améliorer la collaboration entre l'État et la collectivité dans le domaine fiscal, afin de résoudre les difficultés des opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle. Nous proposons aussi différentes mesures pour développer l'attractivité de la fonction publique et la formation des agents de la collectivité. Compte tenu de la situation préoccupante de Saint-Martin, dans ce domaine, il convient de renforcer la politique de la lutte contre la délinquance, notamment par l'augmentation des crédits de la politique de prévention et des moyens de la justice. Enfin, sous réserve de la décision attendue du tribunal administratif de Paris, saisi par la collectivité, nous sommes favorables à un réexamen de l'évaluation et de la compensation des charges transférées à la collectivité, cette évaluation ayant conduit à la fixation en 2011 d'une dotation globale de compensation négative qui pèse sur le budget de la collectivité, et si mes souvenirs sont bons, elle est de 600 000 euros. S'agissant maintenant de la collectivité, nous recommandons l'établissement d'une véritable stratégie de développement, s'appuyant notamment sur une évolution de la gouvernance en matière d'action économique, création d'une agence de développement, sur une évaluation systématique de l'impact des mesures fiscales et sur une meilleure utilisation des possibilités d'adaptation des normes. Deuxième axe, bâtir un véritable partenariat de co-développement avec Sint Maarten, donc le côté néerlandais de l'île. La coexistence avec Sint Maarten ne va pas sans difficulté, vous en doutez. Du fait des différences des normes applicables, de monnaie, de systèmes de protection sociale ou encore de statut européen entre 2 territoires très interdépendants, notamment parce qu'en pratique, aucune frontière matérialisée ne les sépare. Nous étions et nous sommes l'Europe avant l'Europe. Certes, il existe une coopération entre les 2 parties de l'île, qui trouve notamment sa traduction dans les accords entre la France et les Pays-Bas. Mais celle-ci rencontre des obstacles, comme en témoignent les délais nécessaires à la ratification de certains accords, en matière de coopération policière, par exemple, ou le manque d'effectivité d'accords déjà ratifiés en matière douanière.
La mission propose donc différentes initiatives visant à relancer cette coopération, en particulier la mise en œuvre d'un échange d'informations pour lutter contre les fraudes relatives à la perception du RSA par des résidents de Saint-Martin employés à Sint-Maarten. Au plan institutionnel, nous recommandons la création d'un congrès de Saint-Martin, que j'appellerai United Congress French and Dutch Saint Martin. Pourquoi? Nous sommes une île où on parle français d'un côté, néerlandais de l'autre côté, mais la pratique sur l'île est l'anglais. Des deux côtés. Alors donc, au plan institutionnel, nous recommandons la création de cette institution, Congrès de Saint-Martin, réunissant les représentants des deux collectivités pour exercer conjointement certaines compétences dans des domaines utiles à la coopération. Troisième et dernier axe, nouer avec l'Union européenne des relations compatibles avec l'exigence d'une meilleure insertion régionale. Actuellement, le statut européen de Saint-Martin est celui d'une région ultrapériphérique, RUP, intégrée à l'Union européenne. À ce titre, Saint-Martin bénéficie de crédits des fonds structurels européens, à peu près 70 millions d'euros, tous fonds confondus, sont prévus pour la programmation 2014-2020. Elle doit par ailleurs appliquer l'ensemble des normes européennes, ce qui peut se révéler problématique par rapport à Sint-Maarten, qui a un statut de pays de territoire d'outre-mer, plus communément appelé PTOM, associé à l'Union européenne sans y être intégré. Nous estimons que l'exploitation des possibilités de dérogation aux normes européennes existant en faveur des RUP permettrait d'ores et déjà une meilleure prise en compte des spécificités de Saint-Martin. Au-delà, nous pensons qu'une réflexion devrait être menée sur les avantages et les inconvénients d'un passage au statut de pays et territoire d'outre-mer afin que la collectivité puisse arrêter un choix en 2018 compte tenu de l'ouverture d'une nouvelle période de programmation des fonds européens en 2021. Voilà, de façon brève, chers collègues, l'avenir de Saint-Martin est ouvert et nous souhaitons que cet avenir lui permette d'affirmer pleinement sa singularité. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons compléter votre regard par celui de René Dosière. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner l'important travail qu'a fait Daniel Gips sur le territoire dont il est l'élu et dont il vient d'ailleurs de vous rendre compte. Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que Saint-Martin est un territoire français qui présente quand même quelques singularités. C'est un territoire unique, avec une langue unique, qui est d'ailleurs plutôt l'anglais que le français. Il y a donc une libre circulation des personnes et des biens, une faible fiscalité depuis 1648, et dans une zone d'ailleurs où les mouvements migratoires sont nombreux et où la drogue circule largement. Mais sur ce territoire unique, il y a deux législations différentes. Il y a une législation française et une législation hollandaise. Enfin, hollandaise à la sauce Sint-Maarten, c'est-à-dire avec le temps qui est devenu un peu autonome. Alors, quelques résumés rapides, brefs, mais synthétiques. Les entrées dans cette île se font dans la partie hollandaise. Je trouve le port, l'aéroport sont dans la partie hollandaise, où les contrôles, notamment en matière d'immigration, sont pour le moins souples par rapport à ce qui pourrait être dans la partie française. Donc les immigrants pauvres qui arrivent plus facilement dans la partie hollandaise ont tendance à gagner la zone française où les prestations médico-sociales sont un peu plus attractives. Dans l'hôpital hollandais, on demande d'abord la carte de crédit avant de soigner. Dans l'hôpital français, la déontologie médicale française fait qu'on soigne d'abord et puis on essaie de se faire payer après. Bon. Sur le plan économique, il y a une distorsion de concurrence qu'a évoquée mon collègue Daniel Gips, puisque d'un côté, on a des normes françaises, SMIC, législation sociale, enfin, etc., et puis des normes européennes qu'on applique compte tenu du statut de la région, alors que du côté hollandais, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de législation sociale, et les normes européennes ne sont pas applicables. Le résultat, c'est naturellement que les prix et les services sont beaucoup plus attractifs du côté hollandais que du côté français. J'ajoute qu'il y a deux zones dans cette île unique, il y a deux zones monétaires. Dans la partie française, c'est naturellement la zone euro, et dans la partie hollandaise, c'est la zone dollar. Alors, étant donné les rapports entre l'euro et le dollar, puisque 1 euro, ça vaut quand même 1,30 $, eh bien, on assiste au fait que la quasi-totalité des sommes versées en euros
les salaires, les traitements des fonctionnaires, toutes les prestations sociales, notamment le RSA, toutes ces sommes qui sont versées en euros sont immédiatement transformées en dollars, ce qui majore, si vous voulez, leur pouvoir d'achat de 30% environ. Et puis, ces sommes sont naturellement dépensées dans la partie hollandaise. Hein, c'est plus facile. On assiste également à un développement considérable de la délinquance dans la partie française, mais étant donné l'absence ou la faiblesse de la coopération entre les forces de sécurité d'un côté et de l'autre, naturellement, il n'y a pas de droit de suite, c'est-à-dire que les délinquants peuvent parfaitement se retrouver dans la partie hollandaise, en quelque sorte, à l'abri. Hein, ça ne facilite pas, naturellement, la lutte contre la délinquance. Bon. On assiste donc, on l'a vu, à un appauvrissement régulier, mais réel, de la partie française et un enrichissement dans la partie hollandaise où il semble que on ne soit pas très regardant sur l'origine de l'argent. C'est la partie dans laquelle il existe notamment 13 casinos qui fonctionnent. Bon. Autrement dit, en clair, pour résumer, la France... Toute l'aide que la France peut accorder sous forme de traitement, d'aide sociale ou autre, finance la partie hollandaise. Alors, il n'y a pas, naturellement, de collaboration entre la France et la Hollande. Il y a des tas de déclarations de principe, des accords qui sont signés, qui ne sont jamais suivis des faits. Et on comprend pourquoi, puisque la partie hollandaise n'a aucun intérêt à ce que cette situation se modifie. Il semblerait quand même que la partie française puisse avoir intérêt à ce que cette situation se modifie et que l'argent qu'elle donne à Saint-Martin puisse au moins servir au développement du territoire français et non pas à la partie hollandaise, voire au territoire d'où sont originaires un certain nombre d'immigrés. Alors, c'est une situation, je vous le dis très aussi clairement que je l'ai ressenti, que mon collègue d'ailleurs l'a ressenti aussi, mais il le dit peut-être moins fortement que moi, c'est une situation qui n'est pas tenable. Elle ne peut pas tenir, on ne peut pas continuer ce type de situation qui est encore une fois tout à fait singulière, puisque c'est la seule partie du territoire français où on a cette situation. Alors j'ajoute, pour quand même limiter ce que disait mon collègue, ça n'est certainement pas l'exemple de l'Europe qu'il faudrait construire. Parce que, alors là, c'est une Europe où véritablement on se retrouverait dans une situation vraiment absolument infernale. Bon. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a la seule issue. La seule issue, c'est une collaboration franco-hollandaise pour parvenir, mais une collaboration très concrète, pratique, pour parvenir à mettre un terme, je dirais, à tous ces errements et à faire une collaboration. Il est très vraisemblable, très franchement, il est très vraisemblable qu'elle n'aboutira pas. Il faudrait d'abord que la partie française et que le ministère des Affaires étrangères soient parfaitement convaincus qu'il est absolument nécessaire d'arriver à cette collaboration. Il faudrait que la partie hollandaise le soit. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles la partie hollandaise n'a aucun intérêt à ce que la situation change. Par conséquent, moi, je pense qu'il faudrait que les mesures que nous proposons soit mise en place dans un délai maximum d'une année et qu'à l'issue de cette année, on puisse vérifier s'il y a eu un progrès et si aucun progrès n'a été réalisé, je vous propose tout simplement de dénoncer la Convention de Concordia de 1648 qui régit, je dirais, l'application de la législation sur ce territoire pour qu'enfin les choses puissent bouger. Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'intérêt, la chance d'accompagner les deux co-rapporteurs à Saint-Martin, qui est une situation tout à fait particulière comme collectivité d'outre-mer, puisque c'est tout à la fois commune, région, département. Dans ces moments où nous organisons la carte territoriale, je ne dis pas que j'y ai puisé des idées en termes d'organisation, mais il y a des éléments singuliers sur le plan social, notamment, qui m'ont assez inquiété et sur lesquels je voudrais interroger les rapporteurs. Parce qu'on a un facteur qui est d'évidence, vous allez d'ailleurs le rappeler dans le rapport, c'est que les allocations et les prestations sociales servies sur l'île se caractérisent par un nombre considérable au regard de ce qu'on trouve dans les
collectivités voisines, je pense notamment à la Guadeloupe. Parce que si on reprend les chiffres de 2013, vous avez un nombre d'allocataires du RSA qui est de 3 325 allocataires, ce qui veut dire que ça a augmenté en 2 ans de 33,95%. 33% d'augmentation du RSA en 2 ans. C'est une hausse quand même relativement spectaculaire que l'on ne trouve pas dans des départements voisins. Ça se met évidemment en corrélation avec les déclarations des foyers fiscaux. Puisque si on reprend les chiffres qui nous ont été donnés par la Direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, 66% des foyers fiscaux déclarent percevoir des revenus annuels inférieurs à 9 400 €, alors que dans le département voisin de la Guadeloupe, on est à des chiffres nettement plus faibles. Nettement plus faibles. Et donc, du coup, il y a une interrogation que René Dosière évoquait, c'est compte tenu du fait que nous avons 2 États sur un même territoire, et que nous n'avons pas de possibilité légale de rapprochement de nos informations. Est-il absurde d'imaginer qu'une partie de la population travaille dans la partie Sint Maarten, c'est-à-dire la partie hollandaise, et donc est inscrite au RSA dans la partie française, et dans toute, je ne vais pas dire légalité, mais en toute ignorance des législations réciproques, qui fait qu'on pourrait donc travailler la journée à Sint Maarten et toucher les allocations le soir à Saint-Martin. Et compte tenu de la parité qui a été évoquée entre le dollar et l'euro, il est probable en plus que les allocations versées en dollars, en euros en France, sont immédiatement transformées en dollars pour être dépensées à Saint-Martin. Donc, si je veux faire extrêmement provocateur, mais chacun notera le caractère manichéen de ma question, est-ce que la France finance le développement économique de Sint Maarten ? Voilà. Il vaut mieux que ce soit René qui réponde, parce qu'à mon avis, Oui, Daniel, il se fait accrocher. Mon exposé, Monsieur le Président, montre que oui, c'est la France finance le développement de Sint Maarten. Alors, vous avez pris l'exemple des allocataires du RSA, effectivement, parce qu'il n'y a pas de concordance entre le fichier du RSA côté français et puis le fichier des emplois du côté hollandais. Il paraît que c'est un problème, mettre en relation les 2 fichiers est un problème qui est du ressort du ministère des Affaires étrangères, puisque ça concerne des États différents. Enfin bref, il n'y a pas de volonté de coopération de ce point, mais au-delà même des prestations sociales, les rémunérations même des fonctionnaires, enfin il y a quand même pas mal de fonctionnaires qui sont d'ailleurs relativement bien payés, puisqu'il y a toujours une surrémunération dans la plupart des départements d'outre-mer, eh bien toutes ces rémunérations sont naturellement transformées en dollars. Hein. Bon, il y a peut-être que quelques très hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas se permettre, je dirais, cette conversion. Et donc, on est vraiment dans une situation où on a toutes les contradictions. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle augmentation des demandes du RSA. Alors, il faut d'abord souligner que sur le plan statistique, actuellement, les statistiques sont très aléatoires et qu'on ne peut pas jurer de la validité des statistiques. L'Institut de la statistique, il n'y a pas de... Saint-Martin, c'était une commune, donc on n'avait pas de statistiques au niveau de la commune. On en avait pour la Guadeloupe. Mais on n'en a pas spécifiquement pour la commune. Et naturellement, ce n'est pas parce qu'elle est devenue collectivité qu'on va créer un institut régional de la statistique à Saint-Martin. Donc, on a quelques... Et la collectivité, d'ailleurs, l'éprouve, a quelques difficultés, je dirais, à connaître les statistiques, ne serait-ce que les assiettes fiscales ou que les adresses des gens, puisqu'il n'y a pratiquement pas de cadastre. Donc ce n'est pas très facile de faire une imposition quand on n'a pas de cadastre, où elle est très incertain. Hein. Mais il semblerait que, vraisemblablement, un certain nombre d'immigrés qui arrivent en situation... disons, irrégulière du point de vue français dans la partie hollandaise, où pour eux c'est peut-être devenir régulier, peut-être qu'ils arrivent à... On n'a pas eu la possibilité d'enquêter trop, d'explorer trop cette situation. Il est vraisemblable qu'ils arrivent vraisemblablement à obtenir d'une manière ou d'une autre, enfin, un titre de séjour, et donc en tout cas d'être susceptibles de bénéficier du RSA, 750 €, enfin en dollars ça fait un peu plus de 1 000 $ quand même, et puis de pouvoir continuer à travailler dans la partie hollandaise, puisqu'ils ne peuvent pas fournir
on ne peut pas savoir du côté français, malgré les enquêtes auxquelles on mène, si les gens ont un travail du côté hollandais, où la législation au travail est très souple, donc par conséquent, on peut travailler, arrêter, reprendre, etc. Donc, on est dans une situation, je le dis, dans une situation intenable pour les finances publiques françaises et pour celles, d'ailleurs, de la collectivité. Oui, je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit René, c'est pour toutes ces raisons qu'il aurait été, il aurait été bien de faire de Saint-Martin un véritable laboratoire à titre expérimental. C'est un petit territoire, hein, on l'a dit, je crois. Moi, je dis toujours 75 km². Je me rends compte que c'est 90 km² quand on rajoute les petites dépendances, les petites îles autour. Mais un véritable laboratoire à titre expérimental pour pouvoir expérimenter notamment certaines solutions pour éviter ce que moi j'appelle l'évasion sociale, car c'est un véritable problème sur notre territoire. C'est une libre circulation des biens, des personnes, des marchandises. C'est un échange qui se fait, on passe d'un côté comme de l'autre, on arrive d'un côté comme de l'autre, sans qu'il y ait de barrières, de frontières, et c'est difficile de réguler tous ces flux. Il existe des solutions, certaines peut-être non constitutionnelles, mais il faut véritablement se pencher sur la question afin de faire en sorte qu'on régule cette problématique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de collègues qui découvrent pour l'essentiel la situation de Saint-Martin, ce qui justifie le fait que nous avons fait cette mission d'information? Bernard Lestrin, non? Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas pu arriver au début de l'exposé de nos co-rapporteurs, mais je m'interroge sur la situation de l'emploi, c'est-à-dire comment les acteurs économiques de la partie française font-ils pour trouver des salariés? Les responsables économiques que l'on a vus nous ont fait part naturellement de leurs préoccupations. On assiste, je l'ai dit, à un appauvrissement des activités, enfin des services, puisque l'île repose essentiellement sur le tourisme. Bon. Mais la plupart des dépenses touristiques sont faites dans la partie hollandaise, pas dans la partie française. Et donc, naturellement, il y a un appauvrissement de la plupart des activités du côté français, ce qui incite d'ailleurs ces responsables économiques à créer une annexe de leur activité dans la partie hollandaise. Et on s'aperçoit qu'avec le temps, progressivement, cette annexe marche mieux, tourne mieux, et donc le lieu initial dans la partie française ferme, et puis on travaille dans la partie hollandaise. Et donc c'est un vrai problème, d'autant que l'espace partie hollandaise commence à être un peu densifié partout. Bon, il n'y a pas que des casinos, mais enfin... Il y a aussi quand même beaucoup de casinos et beaucoup d'autres lieux de loisirs pour les touristes, en principe nord-américains, qui viennent là. Il y a quand même près d'1,5 million de croisiéristes qui débarquent régulièrement en partie hollandaise. Par contre, il reste de l'espace, de l'espace des plages, notamment, et des espaces dans la partie française, où là, effectivement, encore que pour la développer, il faut avoir un certain nombre de ressources. Alors, on peut avoir quelques individus, on peut en connaître certains qui ont installé des villas, enfin, je veux dire, la partie Saint-Martin, mais c'est pas uniquement sous cette forme-là qu'on peut aller à un développement de l'île et de la partie française. On a un vrai problème. Ah ben, l'hôtellerie côté français connaît beaucoup de difficultés. Alors, elle en a connu il y a quelques années parce qu'elle avait été dopée avec la défiscalisation, enfin, c'était la défiscalisation Ponce à l'époque. Et puis, quand cette défiscalisation a pris fin, on s'est aperçu que là, à ce moment-là, l'hôtellerie a chuté progressivement. Elle redémarre légèrement, mais on ne peut pas dire que, je veux dire, l'hôtellerie, le développement de l'hôtellerie soit considérable. Au demeurant, d'ailleurs, tous les chiffres de développement économique sur Saint-Martin sont toujours sujets à question. Nombre d'entreprises, nombre de chambres d'hôtel, enfin, etc.
Ce qui fait que d'ailleurs l'assiette fiscale, en particulier les taxes de séjour, naturellement, ont un produit qui est sans rapport avec le nombre d'hôtels, ou alors le nombre d'hôtels sans rapport avec la taxe de séjour. Enfin, vous interprétez ça comme vous voulez. Donc, tout ça ne facilite pas naturellement les choses, mais on voit très bien que l'hôtellerie subit toutes les conséquences. Les touristes ne restent en dehors des gens qui restent quelques jours dans la partie française. Bon, la plupart des touristes qui sont des croisiéristes restent une journée et viennent passer simplement 2 heures dans la partie française, éventuellement pour bénéficier de la restauration, et puis c'est tout. Tout le reste se passe dans la partie hollandaise. Oui, je rajouterais qu'il y a eu un cycle quand même à Saint-Martin, hein, et l'île vit essentiellement du tourisme, comme vous le savez. 90% de son économie est tournée vers le tourisme. Mais il y a eu une première vague qui était le côté hollandais, qui était fortement développée. C'était là où il y avait l'aéroport, le port. Ensuite, il y a une deuxième vague où c'est le côté français qui a pris le dessus, avec les années de la défiscalisation. Mon collègue a souligné la loi Ponce, qui a développé un certain nombre d'infrastructures hôtelières. On est passé quand même, après la défisque, de 4500 chambres à aujourd'hui moins de 1200 chambres. Donc il y a une différence et un rattrapage à faire, et on ne peut pas avoir et penser une économie aujourd'hui sur Saint-Martin côté français avec un nombre de chambres réduite d'autant. Donc ça c'est une valeur effectivement sur laquelle il va falloir que Saint-Martin côté français mette un effort dans son infrastructure touristique essentiellement. Oui, un mot peut-être sur un élément de sécurité, puisque, comme les deux rapporteurs l'ont expliqué, l'une des grandes difficultés, c'est la juxtaposition de législation sur le territoire et sur le fait qu'il y avait depuis longtemps un traité de coopération policière qui était engagé entre les deux pays et qui traînait. Alors je sais qu'on nous a expliqué qu'il traînait parce que il était d'abord lié au démantèlement des Antilles néerlandaises et au fait qu'il fallait intégrer pour nos partenaires européens l'accès au statut de pays autonome, donc que la partie Sint Maarten, et ça c'était fait en 2010. Bon, depuis que nous sommes allés là-bas, le gouvernement a inscrit le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. En tout cas, il en a délibéré en Conseil des ministres. Est-ce qu'on a des idées sur la période où ça pourrait être inscrit ? Vous avez vu les Hollandais, parce que nous, on sait ce qu'on peut faire, mais est-ce que les Hollandais vont le faire ? Le problème, c'est que quand on pose toutes ces questions aux Hollandais, aussi bien d'ailleurs à Sint Maarten qu'à La Haye, on est allé à La Haye voir les responsables des Caraïbes, là, chez eux, on n'a que des paroles apaisantes, gentilles. Oui, on est d'accord, il faut le faire, ça va, mais on n'a rien de concret. D'accord. Et quand, de toute façon, les textes sont signés, on le voit bien, on donne un certain nombre de listes. Quelques années après, il n'y a rien d'effectif sur la réalité du terrain. Évidemment, le territoire est petit, il y a 40 000 habitants, hein, Saint-Martin, 40 000, enfin en gros, 40 000 habitants à Sint Maarten, 40 000 à Saint-Martin. C'est pas une population importante, mais je crois que ce rapport, ce qu'a souhaité Daniel Gibbs, est utile parce que ça nous fait apparaître que nous avons, au sein de notre République, un territoire où la situation est particulièrement délicate et difficile à gérer, compte tenu de cette singularité, de cette coexistence de deux législations, de deux pays différents, européens qui plus est. Et il est un peu curieux qu'on n'arrive pas à trouver une solution européenne, mais au sens d'une Europe à construire, et pas d'une Europe où, je veux dire, on a des législations différentes, une concurrence tout à fait dévoyée, quoi. Bon. Oui, non, là, il faut... On a vraiment... Mais je pense que... voilà, je crois que l'utilité, au moins de notre rapport, sera d'alerter un peu nos collègues et les autorités françaises sur cette singularité et sur le fait que, au fond, plus on donnera d'argent, il faut bien dire actuellement, plus on donne d'argent à Saint-Martin, plus on favorise le développement de la partie hollandaise. Pour que ceux qui regarderont la vidéo, notamment à Saint-Martin, comprennent bien, la partie française fait son travail dans la négociation sur le traité de coopération policière. Tout à fait. Et nous avons fait en sorte
qu'il y ait une accélération liée à l'insistance du député Gibbs. Le gouvernement a inscrit ce texte au Conseil des ministres. À ma connaissance, si la partie hollandaise ne bouge pas, c'est parce que le gouvernement hollandais, ou le Conseil d'État hollandais plutôt, donc dans la partie européenne, a interrogé le gouvernement de Sint Maarten avant que le Parlement puisse se prononcer. Donc c'est le gouvernement de Sint Maarten qui aujourd'hui ne transmet pas les éléments à la partie européenne de la Hollande, qui l'empêche de conclure ce traité de coopération policière. Parce que quand on est sur le territoire, on a le sentiment que la difficulté vient de l'Europe. Et donc il faut dire clairement que s'il n'y a pas de ratification de ce texte aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement de Sint Maarten ne donne pas les éléments qui lui sont réclamés. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais en profiter pour remercier ceux qui nous ont accueillis là-bas, monsieur le député. D'abord le représentant de l'État, Philippe Chopin, le préfet délégué, qui a fait en sorte que la mission puisse avoir accès à tous les interlocuteurs qu'elle avait souhaité, la disponibilité dont ont fait preuve l'ensemble des fonctionnaires, tous services confondus de l'État. Et donc, vous pourrez leur dire combien l'Assemblée nationale a été satisfait. Et puis pour ce qui est de la qualité de l'accueil dont vous avez fait preuve avec vos collaborateurs, vous savez tout le bien qu'on en a pensé, et donc on ne va pas le dire ici, parce que vous pourriez rougir. Je vais demander maintenant à la Commission de se prononcer sur la publication du rapport, puisque nos rapporteurs ont bien travaillé, mais faut-il encore que ça ne suffise pas simplement à notre seule connaissance et que le public puisse en avoir accès, qui est favorable à la publication du rapport, qui serait hostile. Il n'y en a pas. Le rapport est donc décidé d'être publié en vous remerciant pour la qualité de travail, sachant qu'évidemment pour la Commission, c'est une première pierre et que nous exercerons notre droit de suite. Peut-être même quand ce texte viendra, je pense au traité de coopération policière, peut-être que ce serait une bonne idée que vous en soyez le rapporteur, monsieur le député. On est prêt à vous prêter à la commission compétente le temps que ce travail puisse se faire. Voilà, je verrai ça avec Elisabeth Guigou. Merci beaucoup. On peut maintenant passer au deuxième point de notre ordre du jour qui vise à écouter Guillaume Larrivé et Pascal Popelin qui vont nous parler de l'application de la loi organique sur l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, ce qui faisait suite à une loi votée en mai 2013.